Bonjour, mon nom est Mai. À 34 ans, j'ai failli mourir parce que je suis asiatique. Dans ma vie, j'ai dû faire face à 2 longs combats. Le premier, c'est le cancer, et le deuxième, c'est un combat que j'ai depuis l'âge très, très jeune, depuis toute petite, puis j'ai encore ce combat-là jusqu'à maintenant. Les gens prononcent mal mon nom. Et c'est pas compliqué parce que c'est essentiellement 3 lettres, une consonne, 2 voyelles, ou bien on le prononce mal, ou bien on l'écrit mal. C'est M-A-I, je sais, c'est mais ici, mais on prononce mal. Et normalement, je corrige systématiquement tous les gens qui déforment mon nom, sauf peut-être mes médecins, parce que je me garde quand même une petite gêne. Et normalement, c'est quelque chose qui me tracasse, puis je ne devrais pas me tracasser par rapport à ça parce que c'est vraiment à cause du mois de mai et Marie-Mai qui me donne vraiment une mauvaise réputation pour mon nom. Et donc, j'ai vraiment eu une vie parfaite. J'ai eu une vie parfaite parce que j'étais profondément heureuse, j'étais en bonne santé, j'avais rencontré l'amour de ma vie. J'avais une petite fille aussi de 3 ans dans ce summum de bonheur où j'ai appris que j'étais enceinte de mon 2e enfant et au travail, j'étais au top de ma carrière en agence de publicité. Et donc, j'ai été à l'hôpital pour voir si bébé numéro 2, tout allait bien. Et un simple test de routine de sang m'a révélé que toute ma vie a complètement basculé. On m'a diagnostiqué une leucémie, c'est un cancer du sang. Et donc, du jour au lendemain, mais pour vrai, du jour au lendemain, ma vie a complètement basculé. Le lundi, j'ai appris que j'avais une leucémie. Le mercredi, je me suis fait avorter. Le vendredi, j'ai reçu ma chimiothérapie en isolement. C'était une leucémie aiguë, donc ça veut dire que c'est une leucémie agressive. Donc, il fallait vraiment commencer les traitements de chimiothérapie le plus rapidement en isolement. Donc, je ne pouvais pas sortir de ma petite chambre d'hôpital pendant un minimum de 6 semaines. Et donc, tout ça est arrivé dans ma vie. Ça a complètement basculé ma vie. Pourtant, les médecins m'ont dit, écoute, mais on a quand même une bonne nouvelle. C'est un cancer agressif, oui, mais 70 % du temps, les cancéreux sont capables de s'en sortir parce que la chimio traite vraiment bien le type de cancer que tu as. Et j'ai dit 70 % je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je suis vietnamienne. Si moi, je ramenais un examen, une note à la maison à 70 % mes parents seraient outrés. Donc, c'était impensable pour moi de dire, OK, 70 % c'est un beau taux de survie. Et donc, j'ai dit à mes médecins, c'est pas bon, mais mes médecins m'ont rassuré, écoute, c'est un très bon taux de survie. Tu es jeune, tu es en forme. Normalement, tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça parce que normalement, tu vas avoir une rémission. Les médecins avaient raison. J'ai eu une rémission trop courte parce que 10 mois plus tard, la chose que je ne voulais pas arriver est arrivée, une rechute. Une rechute, ça a été le pire moment de ma vie. Quand mon médecin m'a dit « Mais ton cancer est revenu. » Ton cancer est revenu et ça m'a complètement chamboulée parce que toute la chimio, l'avortement que j'avais fait ne servait absolument à rien. Les traitements de chimio n'étaient pas assez forts pour lutter contre le cancer. Les cellules cancéreuses sont quand même revenues malgré tout. Et là, on m'a dit « Écoute, on sort l'arsenal, il te faut une greffe de cellules souches pour pouvoir te guérir. » Et c'est quoi une greffe de cellules souches? J'en avais jamais entendu parler. Alors, ce que les médecins me disent, c'est que le problème avec un cancer du sang ou bien une leucémie, c'est que la moelle osseuse qui se retrouve dans nos os ne fonctionne pas bien. Et à l'intérieur de la moelle osseuse, il y a des cellules souches. Les cellules souches sont, entre autres, responsables pour produire le système sanguin, globules blancs, globules rouges, plaquettes. Et j'avais vraiment besoin d'un donneur en santé, parfaitement compatible avec
mon ADN à moi. Alors, ça n'a rien à voir avec le sang. Une compatibilité du sang est beaucoup plus facile à aller chercher qu'une compatibilité d'ADN entre le patient et le donneur. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Première option, on va aller voir dans la fratrie, j'ai un frère, 25% des cas, le patient peut trouver son donneur à l'intérieur d'une même famille. Donc, on est allé tester mon frère avec le meilleur taux de survie possible. Malheureusement, mon frère n'est pas compatible avec moi. Solution numéro 2. Donc, solution numéro 2, option numéro 2, on chute encore de taux de survie. Voilà, il y a une possibilité de trouver un donneur partout dans le monde. Il y a un registre où il y a des donneurs volontaires. Il y a 25 millions de donneurs volontaires qui sont prêts à donner leurs cellules souches à une personne qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ça veut dire que c'est une quête aussi, une quête internationale. Un patient à Montréal peut recevoir un donneur de cellules souches qui vient de l'Australie. C'est possible parce que les 54 pays travaillent ensemble pour trouver le donneur compatible. Chaque pays recrute individuellement leur propre donneur. Et une fois qu'on décide d'être donneur dans un pays, on est dans la base, dans la Banque mondiale de donneurs. Et je me suis dit, bon, 25 millions, c'est évident que je vais trouver quelqu'un. Vous savez quoi? Sur 25 millions, il n'y a aucune personne qui est compatible avec moi. Aucune personne compatible avec moi parce qu'il y a un manque de diversité. Mon ethnicité allait jouer dans ma défaveur en termes de taux de survie. Voyez-vous, il y a 70% des donneurs au niveau mondial qui sont des Caucasiens, des Blancs. Et donc, si un malade a besoin d'une greffe de cellules souches, les chances qu'il trouve un donneur sont dramatiquement beaucoup plus élevées pour cette personne-là que pour moi ou pour autres personnes qui sont d'une autre origine ethnique. Ça veut dire que, puisque moi je suis vietnamienne, puisque mes compères peuvent être métissés, arabes, noirs, vous avez moins de chances de trouver votre donneur compatible. Et en plus, le Vietnam n'a pas de registre public de cellules souches. Ça veut dire que trouver un donneur vietnamien, il fallait le trouver rapidement parce que, vous savez quoi? Mon deadline, c'était 2 mois pour trouver un donneur. 2 mois pour trouver un donneur, c'était impassable. Et donc, j'ai dit à mes médecins, je vais faire une campagne, parce que je suis en publicité, je vais faire une campagne. Mais c'était complètement absurde parce que le moment où on m'a dit réalistiquement que je n'avais pas de donneur sur les 25 millions, j'étais revenue dans ma chambre d'hôpital en isolement, plus de cheveux, avec la chimio. Et donc, quand j'ai dit à mes médecins que j'allais faire une campagne, je peux déjà imaginer leur réaction. « Oh, cute! » C'était impassable, mais ce que les médecins ne savaient pas, c'est que j'avais une armée de gens qui m'aimaient à l'extérieur. Et la personne qui m'a énormément aidée, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'amitié. Je vous présente Christiane Rochon, qui est une amie en publicité aussi. Et lorsque je lui ai dit, puis on pleurait ensemble, puis je lui ai dit « Trouve-moi un donneur. » Puis elle a pris, parce qu'elle voulait me sauver la vie, elle a pris cette demande-là, puis elle a rallié toute l'industrie de la publicité, les journalistes, et donc on a pu faire une immense campagne grâce à elle, grâce aux gens en publicité, grâce aux médias. Et oui, le public a embarqué parce que l'été 2014, ça a été l'été de la campagne Save My Dwan que vous avez peut-être vu. Et donc, j'étais à l'hôpital en isolement et j'avais des amis qui me donnaient des directives de « OK, bien, à 9 h, tu as Canada AM, suivi de 11 h, la presse, suivi. » Et donc, moi, je donnais des entrevues à même ma petite chambre d'hôpital. Les médecins, eux autres, aussi travaillaient très fort parce qu'on a briefé les médecins pour que les médecins en parlent, passer des entrevues.
On avait soudainement plein d'espaces publicitaires qui nous ont été offerts gratuitement. On a eu une couverture canadienne. On avait des autoroutes à Montréal, Vancouver, Toronto, où il y a une plus grande concentration de Vietnamiens et d'Asiatiques. Et là, tout soudainement, ça m'a donné une deuxième chance. OK, je me reprends en main. I can do this. We can do this. Et à la fin, ça a été une campagne avec des retombées médiatiques super intéressantes. Mais qu'est-ce qui a été le plus intéressant? C'est que moi, j'ai eu une greffe. 2 mois plus tard, j'ai eu une greffe. En octobre 2014. Et ce n'est pas grâce à la campagne. J'ai eu une greffe du sang de cordon. Ça, c'était la 3e et dernière option, puisque je pesais seulement 50 kilos, parce que 50 livres, ça irait vraiment pas bien. 50 kilos, donc 110 livres. Il y avait juste assez de cellules souches dans un sang de cordon pour me sauver la vie. Mais la campagne a généré beaucoup d'impact. Il y a eu 25 000 inscriptions durant cette année-là. Normalement, EMA Québec reçoit combien d'inscriptions comme donneur de cellules souches? 3 000. On est allé chercher 25 000 donneurs de cellules souches. Il y a eu une augmentation assez impressionnante en termes de donneurs asiatiques aussi. Et finalement, il y a eu 3 vies sauvées en Amérique du Nord grâce à la campagne. Donc, 2 personnes au Canada, 1 personne aux États-Unis. Les gens se sont ralliés, les gens ont su c'était quoi un donneur de cellules souches et il y a eu 3 vies de sauvées grâce à une campagne de publicité. La campagne Save My Duong a été bien, oui, mais j'ai été très chanceuse d'être parmi tant d'autres, mais j'étais chanceuse parce que je faisais partie de l'industrie de la pub. Donc oui, on m'a aidée. Mais vous voyez les gens qui sont sur la diapo ici, il y a 18 000 patients qui ont fait exactement la même chose que moi. 18 000 patients qui n'ont pas trouvé de donneur de cellules souches. Et certains d'entre eux vont faire une campagne, vont aller solliciter les médias avec des fois des bons résultats, d'autres fois non. Sachez que 50 % d'entre eux que vous voyez présentement sont décédés. Sont décédés parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver leur donneur de cellules souches. Et donc, la question qui tue, comment fait-on pour devenir un donneur de cellules souches? Premièrement, sachez que les critères de chaque registre diffèrent un peu. Ici, on est au Québec, donc je vais vous parler au niveau du Québec. La première chose que vous allez faire, c'est vous inscrire au registre de EMA Québec. EMA Québec va vous envoyer un kit de frottis où vous allez pouvoir vous swabber. C'est un kit de Q-tips frotté à l'intérieur de votre joue, de votre bouche pour collecter les cellules. Et après, c'est envoyé au registre de EMA Québec qui est relié au registre international. Attention, il faut être âgé entre 18 et 35 ans. Si vous avez 36 ans, c'est trop tard. L'inscription pour être donneur doit être entre 18 et 35 ans. Vous allez demeurer sur le registre jusqu'à vos 60 ans. Vous êtes prêt à sauver quelqu'un. Et si jamais on vous appelle, il y a une chance sur 900. Donc, allez acheter une 649, ça vaut la peine. Si jamais vous êtes appelé, il y a 2 façons de donner. Premièrement, par prélèvement de sang périphérique qui se fait à 80 % et dont personne ne connaît. Prélèvement de sang périphérique, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va donner de la médication, on va surproduire les cellules souches. Donc, vous allez avoir des injections pendant 5 jours. Vous allez surproduire les cellules souches qui vont sortir de votre moelle pour aller dans votre sang et après, on va collecter le sang, les cellules souches de votre sang. Vous allez être assis pendant 4 à 6 heures. Et ensuite, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre les cellules souches qu'on a besoin d'un bras et on va vous remettre le sang qu'on n'a pas de besoin sur un autre, dans l'autre bras, au fond, et vous êtes parfaitement conscient. Netflix, oui. Instagram, yeah. Puis vous faites des selfies parce que vous allez avoir un auréole, vous allez sauver la vie de quelqu'un. Ça, c'est dans 80 % des cas. Dans 20 % des cas, 15 à 20 % des cas, c'est au bloc opératoire. Donc, on vous endort, on prend les cellules souches de votre moelle directement, puis on vous garde une nuit en observation et ensuite, vous pouvez rentrer à la maison. Sachez que c'est le donneur qui choisit quelle méthode qu'il préfère.
Le médecin peut suggérer une méthode plus qu'une autre. Sachez aussi que lorsque le médecin demande une ponction par moelle osseuse, c'est probablement parce que votre patient est un enfant. Et donc, ce que vous savez aussi, c'est que vous allez rentrer à la maison, puis, wow, la vie est belle. Mais pour l'infirmière, il y a déjà une infirmière qui est là en même temps que votre collecte de cellules souches et qui prend le cooler de cellules souches, qui prend 2 avions, si c'est un don international, qui va l'infuser chez le patient. Et ça, c'est quelque chose de hyper important pour le patient parce que le patient est en train de décéder. On lui a déjà, pratiquement, parce qu'on lui a déjà donné de la chimio et de la radiothérapie qui sont irréversibles. Votre don, vraiment, va lui donner une seconde chance. Et donc, 4 ans et demi plus tard, ça fait 4 ans et demi que je suis greffée, Christiane et moi, on s'est dit, ça se peut pas. On ne peut pas laisser tant de personnes malades qui n'ont pas de donneur de cellules souches et que personne n'est au courant qu'est-ce que c'est. Et cette injustice-là doit cesser. Ce n'est pas parce que tu es noir ou bien que tu es métissé ou que tu as les yeux bridés que tu n'as pas le droit d'avoir ta juste chance de guérir d'un cancer. Alors, on a fondé une fondation il y a 5 mois. On a fondé une fondation qui s'appelle Swab the World parce que Swab, on veut vraiment swabber tous les gens puis inciter les jeunes, les 18-35 ans, à s'inscrire comme donneurs de cellules souches. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'à cancer égal, combat égal. Tout le monde devrait être au même stade face à la mort. Personne ne devrait être discriminé par rapport à un cancer. Et donc, on a lancé une fondation, puis la fondation, on a eu énormément d'aide de nos amis publicitaires encore. Et qu'est-ce qu'on fait? Notre but, c'est de diversifier justement le registre de donneurs de cellules souches. Et ce qu'on fait, on a 3 choses qu'on fait. 1, on est une plateforme en ligne où les patients qui ont besoin d'un donneur puis qui ne trouvent pas d'un donneur peuvent s'inscrire sur notre plateforme Swab the World et tous les gens peuvent voir les vrais patients. Présentement, on a 50 patients et survivants qui sont sur notre plateforme. Ce sont des gens réels qui ont besoin de donneurs. Et il y a aussi des témoignages de survivants qui ont passé à travers cette situation très difficile qui donne aussi de l'espoir à ces malades. Et lorsque les malades et ou les survivants partagent sur les réseaux sociaux, il y a une possibilité aussi que les donneurs puissent voir « Ah, il y a telle personne qui est malade, telle personne qui est malade. » Et donc, les 18 000, vous allez pouvoir voir leur visage, vous allez pouvoir voir leurs histoires. La technologie, c'est la première chose qu'on fait. La deuxième chose qu'on fait, on a d'excellents partenaires médias. Et les partenaires médias nous donnent aussi de la visibilité pour les patients. Alors donc, oui, vous allez voir de l'affichage ou des bannières sur les autoroutes d'une campagne de Coke ou bien d'une banque, mais vous allez aussi bientôt voir des publicités pour les patients dans des cas réels où ils ont besoin de donneurs de cellules souches. La troisième chose qu'on fait, on fait des conférences. On fait des conférences dans les écoles, dans les universités et dans les business aussi, parce qu'on veut justement que les gens sachent c'est quoi un donneur de cellules souches. Et quant à moi, comme je vous ai dit, ça fait 4 ans et demi, et j'ose espérer que dans 6 mois, je vais rencontrer mon médecin qui va pouvoir me dire « Mai, tu es guérie de ton cancer. » Merci.